À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ils sont toujours en train de parler pendant des heures. À Minsk, ça fait 12 heures que ça dure. Et après 10 mois de conflit qui a fait plus de 5000 morts, on se demande évidemment quelles sont les perspectives pour l'Ukraine. Bonjour Thomas Gomard. Bonjour. Vous êtes directeur du développement stratégique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On a une nuit interminable de négociations. 12 heures, c'était pas parti pour durer aussi longtemps. On va pas lire dans le mar de café, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au moins que ça a été tendu, si on est pessimiste, et qu'on s'est parlé, si on est optimiste? Oui, on peut le voir comme ça. Non, je crois que à ce stade, c'est très difficile de commenter puisqu'il faut attendre l'accord. Il y aura très probablement un accord, donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que ça traduit une volonté d'aboutir à quelque chose sur le plan diplomatique. Après, comme toujours, l'accord ne résout pas une crise. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est la mise en œuvre. Est-ce que cette mise en œuvre va être observée par les différents belligérants, et ensuite le type de stabilisation politique à moyen terme qu'on peut envisager. Mais à cette heure, je crois que ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement le format, ce qu'on appelle le format Normandie, a fonctionné à nouveau. Le format Normandie, c'est-à-dire celui qui réunit, si vous voulez, Vladimir Poutine, le président Poroshenko ukrainien, ainsi que Angela Merkel et François Hollande. Qu'on soit bien clair sur ce qui est en train de se discuter, c'est un accord de cessez-le-feu pour limiter la casse, arrêter la casse, ou c'est un vrai accord de paix? On n'en est pas encore à l'accord de paix, là. À ce stade, d'après les éléments dont on dispose, c'est le cessez-le-feu, avec un certain nombre de problèmes très épineux, notamment la question de la délimitation, pas de la délimitation, mais du respect de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, qui est le problème le plus central, parce qu'en réalité, la Russie peut faire passer ce qu'elle souhaite en Ukraine, et donc cette frontière n'est pas sécurisée pour les Ukrainiens. Ensuite, il y a la question des armes lourdes. La frontière, c'est quoi? C'est 400 km à peu près? Oui, c'est ça. Et si vous voulez, vous avez avez maintenant une continuité territoriale qui s'est formée entre la Russie et ce qu'on appelle Novorossiya, c'est-à-dire le Donbass. Et la question ensuite, c'est celle de la présence militaire russe en Ukraine, ainsi qui que n'est toujours pas reconnue, hein, qui est officieuse. Les seuls à ne pas la reconnaître, ce sont les Russes. Mais la vérité, c'est qu'en même temps, quand on regarde la conduite des opérations depuis quelques semaines, il n'y a aucun doute sur une présence militaire russe et un soutien aux séparatistes. On a un tweet de Yves Bardinet qui dit que je doute que l'accord soit mieux appliqué que celui de septembre 2014. Il y avait déjà eu un accord comme ça de cessez-le-feu. Il avait été je pense vite violé. que cette observation est très pertinente, c'est-à-dire que si vous voulez, on est en réalité, comme vous l'avez rappelé, dans une crise qui s'est transformée en conflit depuis un an. On a eu l'annexion de la Crimée, on a eu les opérations qui ont commencé au printemps 2014, on a eu le MH17 qui a été un tournant au mois de juillet, on a eu on a eu en août la transformation d'une opération spéciale en opération conventionnelle avec des infiltrations russes visibles. Les accords de Minsk du mois de septembre, le sommet de l'OTAN. Au fond, si vous voulez, la situation est la suivante, c'est qu'on est toujours dans des phases plateaux et des phases ensuite d'escalade. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce nouvel accord de Minsk, s'il se fait, annonce une nouvelle phase d'escalade, ou est-ce que c'est le début d'une sorte de désescalade ou de plateau? Moi, je pense qu'il faut essayer de voir ça sur le long terme et comprendre à la fois la trajectoire prise par la Russie dans ce dossier, ainsi que la trajectoire prise par l'Ukraine. On a beaucoup dramatisé l'enjeu de cette réunion qui n'est pas encore terminée, hein, disons-le. On sera tout à l'heure à 7h en direct avec Mathieu Bock, notre envoyé spécial à Minsk. On avait prédit le pire en cas d'échec, on avait parlé de la dernière chance. Est-ce que c'est une exagération journalistique, ou est-ce que c'est vraiment la situation aujourd'hui? Oui, si vous voulez, moi je me méfie toujours de ces formules semées de la dernière chance, la ligne rouge, etc. En diplomatie, en matière internationale, les choses ne sont jamais figées dans le marbre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuité. Le conflit a sa propre vie d'une certaine manière. Donc s'il y a un échec aujourd'hui, eh bien il y aura d'autres tentatives ultérieures, il y aura d'autres négociations. Il faut évidemment souhaiter qu'on arrive à un accord aujourd'hui, mais je ne pense pas du tout qu'il faille laisser l'impression que tout se décide à Minsk. Après, il y a beaucoup d'autres questions qui vont être ouvertes par un éventuel accord. Il y a aussi des questions d'hommes, hein, de relations entre les hommes. Dans tous ces rendez-vous, on scrute évidemment les gestes, les symboles, ils sont décryptés, décortiqués. Il y a eu une poignée de main hier entre Poutine et Poroshenko, le président ukrainien. Ça a du sens ou pas, ça? C'est toujours mieux qu'il y ait une poignée de main qui n'en ait pas, hein. C'est certain, il y a le symbole. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter cette dimension, si vous voulez. Il faut comprendre aussi que le président Poroshenko est un oligarque ukrainien qui a fait son business avec la Russie, et comprendre également que la Russie et l'Ukraine, ce sont deux pays avec un nombre de familles mixtes incroyables. Donc, si vous voulez, on a probablement parfois une perception un peu fausse quand on les voit comme deux ennemis en chien de faïence, alors qu'en réalité, ce sont deux pays qui vivent ensemble depuis toujours. Et ils se connaissaient, Poutine et Poroshenko, avant cette rencontre? Oui.
bien sûr. Est-ce que c'est personnellement? Ils avaient déjà eu affaire ensemble, enfin pas Bah depuis. oui, vous aviez eu les accords de Minsk. Non, mais auparavant. Ah oui, auparavant, comme je vous l'indiquais, si vous voulez, le président Poroshenko a fait toute une partie de sa fortune en Russie. Une question d'Alain sur Europe1.fr. Pourquoi les Américains n'ont pas participé directement à ces discussions? On s'attendrait à voir peut-être John Kerry autour de la table, là, non? Oui, mais parce que vous avez volontairement une volonté aujourd'hui d'essayer de régler ça dans un cadre, je dirais, pan-européen classique, avec en même temps, contrairement à ce qu'on peut lire ou expliquer souvent, une très forte réserve des États-Unis à ne pas se laisser entraîner. C'est-à-dire qu'il y a eu fondamentalement jusqu'au sommet de l'OTAN du mois de septembre, une position à Washington consistant à dire au fond, c'est le voisinage européen, c'est à l'Union européenne d'être capable de gérer son voisinage en bonne intelligence avec la Russie. Et puis la dégradation de la situation militaire d'une part, et d'autre part le rôle aussi du lobby ukrainien au Canada, aux États-Unis, etc., transforme, si vous voulez, le sujet en sujet intérieur aux États-Unis, où, encore une fois, Obama est testé sur sa crédibilité stratégique. Et donc, on voit bien que les États-Unis restent une forme de leader, c'est-à-dire qu'en dernier recours, les problèmes aigus de sécurité ne peuvent pas se traiter entre eux. Mais là, on est dans une phase précisément où il y a une volonté qu'il soit maintenu à distance pour essayer de trouver une conciliation entre Européens. Est-ce possible ou pas? C'est pas évident, parce qu'en même temps, côté ukrainien, il y a aussi le sentiment d'être parfois abandonné par les Européens et laissé à leur sort face à la puissance russe. Et puis il y a une défiance extraordinaire entre les Russes et les Ukrainiens. Hier soir encore, pendant les discussions, l'ambassadeur de Russie en France était invité de nos confrères de BFM TV. Il déclarait: nos partenaires ukrainiens n'ont jamais tenu leur parole. Et non, c'est le climat de confiance ultime là quand même. Oui, l'ambassadeur, c'est pas n'importe qui, l'ambassadeur de Russie en France. Oui, ce sont des propos d'ambassadeurs. Vous savez, les ambassadeurs, c'est comme les hommes politiques, c'est pas fait pour dire la vérité. Est-ce que ce qui se passe autour de l'Ukraine, Thomas Gomard, ne dépasse pas l'Ukraine? Est-ce qu'on n'est pas dans une réécriture globale des rapports et des rapports de force entre la Russie et l'ensemble du monde occidental? Si, absolument. C'est-à-dire qu'on est dans une situation très préoccupante sur le plan historique. Cette crise et ce conflit traduisent au fond le fait que nous n'avons pas réussi à ancrer la Russie dans l'espace euro-atlantique. Et que la Russie, au fond, de Vladimir Poutine, fait un choix qui est celui d'une politique de puissance, et qui est aussi un choix d'apparaître comme, je dirais, d'incarner la désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fond de l'argumentaire russe consiste à dire la situation actuelle est le produit de la politique américaine et occidentale depuis 25 ans. Et au fond, oui, on est dans une question tout à fait fondamentale sur aujourd'hui ce qu'est l'Occident et ce qu'est l'Europe. Et si on ne se met pas d'accord, vous y croyez, vous, au risque de guerre? Et quelle guerre? Vous savez, la guerre, c'est pas. Il y a des éléments de phase. On est déjà, à mon sens, dans une guerre limitée, avec un conflit qui a fait déjà, comme vous le rappeliez, plus de 5000 morts. Ouais. Donc il y a un conflit déjà. Après, ce sont des questions de gradation et d'échelle. Donc je pense qu'il faut sortir de l'idée, si vous voulez, d'une guerre massive, comme on pouvait se la représenter du temps de la guerre froide. En revanche, comprendre que la guerre peut être polymorphe et peut être aussi de basse intensité et pour autant faire des morts.